On va débuter. Donc, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacé pour venir à notre conférence ce matin. Donc, c'est une conférence sur le traitement des eaux usées décentralisées. Un milieu qui est peut-être un petit peu moins connu. Quand on pense traitement des eaux, généralement, on pense aux grosses usines municipales, on pense aux étangs aérés, des choses comme ça. Mais il y a énormément de systèmes de traitement des eaux décentralisés qui s'installent à chaque année. C'est de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, moi, je travaille chez Bioness, je m'appelle Éric Barre, je suis un diplômé ici de l'Université Laval en génie civil 2014, donc ça fait un petit bout que j'ai gradué. Je travaille chez Bioness depuis maintenant 3 ans comme chargé de projet. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs projets de cette nature. Aujourd'hui, on va discuter principalement de résidentiel, donc les systèmes résidentiels qui s'installent, qui sont encadrés par la réglementation du Q2R22. Il y a aussi des demandes d'article 32 qui peuvent être faites au ministère pour d'autres types de projets. C'est très large de décentraliser. On va essayer de démêler ça un petit peu. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, je vous invite à les poser au fur et à mesure. Si vous voulez les garder pour la fin, vous pouvez aussi les noter, mais j'aimerais bien les prendre au fur et à mesure. Souvent, ça fait une présentation qui est un petit peu plus dynamique. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Sans plus tarder. OK. Ah bon, c'est ça. Ça me prenait un petit peu... ça peut pas bien aller du premier coup. Hein. Donc, principalement, la présentation va se faire en 4 parties. Premièrement, on va parler de qu'est-ce que le décentralisé, quelques définitions, aussi un petit historique que je trouvais intéressant. On va parler aussi du contexte réglementaire québécois, des différents systèmes décentralisés qu'on peut installer dans ce contexte réglementaire-là, et certaines problématiques que le contexte et les systèmes présentement amènent sur le terrain, et des pistes de solutions possibles pour essayer de régler ces problématiques-là. Donc, je vais commencer avec une belle ligne du temps qui est un petit peu chargée. Ça vient d'une étude, si vous travaillez en traitement des eaux usées, je vous invite très fortement à lire cette petite étude-là de Lofrano et Brown, Wastewater Management Through the Ages, a History of Mankind. Donc, titre un peu drôle de titre, mais une étude très, très intéressante qui va vraiment parler du traitement des eaux usées dès début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, on se rend compte qu'il y a énormément de chemin qui a été fait. Les premières fois dans l'histoire où on voit des gens se soucier du traitement des eaux usées, c'est les Égyptiens, Mésopotamiens, les Grecs aussi, qui avaient certaines notions. Ils commençaient déjà à se rendre compte que de garder des eaux usées près de leur résidence, sans les traiter, ça occasionnait des maladies et des problèmes de santé. Donc, à ces moments-là, donc on parle de quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, c'est principalement de la collecte des eaux usées qui est effectuée. Donc, on voit vraiment des premiers réseaux d'égouts pour essayer de déplacer les eaux ailleurs pour les traiter ou bien s'en débarrasser simplement. Les premiers vraiment à porter une attention aux eaux, c'est les Romains. Donc, les Romains, eux, pendant tout le règne de leur empire sur l'Europe, ont développé un système de gestion de l'eau très efficace qui va vraiment de la collecte de l'eau potable jusqu'à sa distribution. Ensuite, la collecte des eaux usées et la dispersion souvent dans des champs pour l'agriculture. Donc, il y avait vraiment une gestion complète de l'eau usée. Puis ça a été les premiers à faire un lien, on dirait, en tout cas quand on regarde l'histoire, entre les eaux usées mal traitées, mal gérées, puis les épidémies qu'ils pouvaient avoir dans les sociétés. Donc, les Romains ont fait énormément de progrès là-dessus pendant leur règne. Par contre, avec la chute de Rome en 476, tout ce beau travail-là qui avait été fait a été un peu oublié. Donc, on est rentré dans une période un peu sombre, le Moyen-Âge, où il y avait vraiment très peu de gestion des eaux usées. C'était simplement prendre le pot de chambre souvent, puis le garrocher par la fenêtre dans la rue. C'était assez terrible comme gestion des eaux usées. Puis, ça a amené aussi beaucoup d'épidémies, beaucoup de maladies pendant ces périodes-là. Ça a duré quand même assez longtemps, là, jusqu'aux années à peu près 1800, où là, il a commencé vraiment à avoir un éveil de ce côté-là. Donc, les premiers développements de procédés, si on regarde la petite ligne du temps en bas, c'est les fosses Mouras, qui étaient des fosses qui ont été développées par M. Mouras en France, qui étaient
principalement un digesteur anaérobie qui permettait de faire un certain traitement avant de rejeter dans un égout. Donc, c'est vraiment les premiers systèmes qu'on voit. Dans les années suivantes, il y a eu des développements comme les fosses septiques, les fosses IMOF aussi, des systèmes de filtration, des systèmes de filtres percolants aussi pour faire du traitement. Donc, il y a quand même eu des développements jusqu'au début des années 1900, mais c'est vraiment dans les années 1900 qu'on a les connaissances de procédés qui commencent à se développer. Donc, on a au début du siècle les systèmes de bois activé, activated sludge. Ensuite, on a toutes sortes de procédés, là, des marais filtrants, des disques biologiques, rotating biological contactor. On va chercher aussi à faire de l'enlèvement de nutriments plus avancés. Donc, on va chercher à traiter l'azote par nitrification, dénitrification, le phosphore aussi. Et à la fin des années 80-70, on voit apparaître des MBR, des MBBR, SBR, donc tous des systèmes qui sont utilisés à grande échelle aujourd'hui puis qui sont très efficaces. Si on regarde sur cette ligne du temps-là ici, le règlement sur le traitement des eaux usées de résidence isolée au Québec arrive en 1981. Donc, la première mouture du Q2R22, qui était à l'époque le Q2R8, arrive en 81. Donc, avant, c'était principalement ici pour du traitement municipal. On cherchait, quand on avait des résidences isolées et qu'on voulait faire du traitement de meilleure qualité, on faisait simplement des puits absorbants qui faisaient un niveau de traitement quand même très limité. Mais une réglementation qui encadre ça au Québec, on parle de 1981. Donc, ça fait quand même pas si longtemps là, sur l'échelle de l'histoire de l'humanité qu'on porte une attention spéciale au traitement des eaux décentralisées. Quand on parle de décentralisé, on peut mettre ça facilement en opposition avec les systèmes de traitement municipaux. Donc, dès qu'on n'est pas sur un gros égout municipal qui amène ça dans une usine pour faire le traitement, on va parler de décentralisé. C'est principalement des résidences isolées, des projets de camping, des chalets, des centres de ski, des restaurants qui sont reculés, des pourvoiries. Dès qu'on n'est pas sur un réseau d'égouts, dès qu'on est en périphérie des centres urbains, on va parler de systèmes décentralisés. Donc ici, une petite photo rurale qui nous montre une maison qui est certainement sur un système décentralisé. On a une difficulté supplémentaire quand on parle de décentralisé qui est apportée par la diversité des projets. Lorsqu'on est dans le municipal, on a une certaine dilution des eaux usées qui se produit nécessairement. Le fait d'avoir beaucoup d'usagers fait en sorte que s'il y a un usager qui a un comportement qui est plus dur sur le traitement des eaux usées, je donnais l'exemple tantôt avant que la conférence commence, de quelqu'un qui serait un maniaque du ménage puis qui passe 1 gallon d'eau de javel par semaine à peu près à faire de la désinfection. Quand on est sur un système isolé, si c'est seulement la résidence de cette personne-là dont on doit traiter les eaux, ça va être très difficile d'avoir un traitement adéquat. Si on est dans une grosse municipalité, ces eaux-là vont être diluées avec tous les autres résidents de la ville. Puis souvent, ça fait des eaux qui ont des caractéristiques plus égales dans le temps. Donc, on a une diversité des projets et des usages qui est très importante dans le décentralisé, qui amène une difficulté supplémentaire. Puis, comme je disais un peu plus tôt, là, c'est un peu en opposition avec le municipal. On va toujours parler de décentralisé versus le municipal pour faire nos comparaisons. Si on essaie de se poser la question combien de gens ça touche au Québec, le décentralisé, on se rend compte assez rapidement qu'il y a énormément de monde qui sont affectés par ça. Selon le ministère de l'Environnement, en 2015, il y aurait à peu près 1 million de résidences isolées au Québec. Donc, ça fait énormément de résidences à gérer. Et selon Statistique Canada, 89% de ces résidences isolées-là ont un puits. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont dépendantes de la qualité de leur traitement de leurs eaux pour avoir une bonne qualité d'eau potable aussi. Parce que si ces gens-là ont un système qui est polluant, il y a des risques de polluer la nappe phréatique et de ne plus être en mesure de pomper leur eau dans leur puits pour pouvoir avoir une eau potable de bonne qualité. C'est des choses qu'on a déjà vues au Québec. Il y a des endroits où l'eau de la nappe n'est pas propre à la consommation suite à des contaminations, pas seulement de système septique, des contaminations de toutes sortes. Mais il faut vraiment porter attention à ça. Selon le MAMRO aussi, en 2011, qui a fait une étude sur, c'est dans la foulée des histoires d'algues bleues, il y a énormément d'eutrophisation dans plusieurs lacs au Québec. Le MAMRO voulait savoir si c'était causé par des installations septiques.
il y a des inventaires sur plusieurs municipalités qui étaient touchées par ces problèmes-là qui ont été faits. Et les résultats de leur étude, de leur inventaire, ont démontré qu'il y a 8% de ces installations-là qui présentaient des signes de pollution évidents. Il y avait un 40% supplémentaire qui présentait des signes de pollution potentiels. Donc, on parle d'énormément encore de systèmes qui sont non conformes et potentiellement polluants. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont à risque de contaminer leur nappe phréatique et d'avoir des problèmes d'eau potable par la suite. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Si on parle rapidement du contexte réglementaire, on pourrait faire une conférence qui est complètement là-dessus. C'est assez complexe. Au Québec, on a le Q2R22, qui est une réglementation provinciale. Donc, c'est le ministère de l'Environnement qui a émis cette loi-là. Par contre, elle est d'application municipale. Donc, ça fait un contexte un peu complexe où les municipalités doivent appliquer cette réglementation-là. On va discuter un petit peu plus dans le suite de la présentation. On va discuter plus du contenu du Q2R22. On a aussi le RPEP, qui est le règlement sur la protection, prélèvement et protection des sources d'eau potable, qui émet certaines limites par rapport à la distance, par exemple, d'un puits par rapport à une installation septique. On a aussi des municipalités qui peuvent voter des règlements qui sont complémentaires à tout ça. Donc, par exemple, on a ici à Québec un règlement de contrôle intérimaire qui a été voté, le RQ 2016-74, qui limite les constructions dans des terrains en pente pour les résidences, si je ne me trompe pas, dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, du lac Saint-Charles. Donc, il peut s'ajouter une complexité supplémentaire dépendamment de la municipalité qui peut voter des lois plus strictes que le Q2R22. Donc, tout ça, c'est vraiment pour les résidences isolées. Lorsqu'on parle d'autres sortes de projets, comme des campings, je vous parlais tantôt, des regroupements de résidences, on peut faire des développements communautaires, toutes sortes de choses comme ça. On va parler de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, dans ces cas-là, ça va directement au ministère de l'Environnement qui doit émettre un certificat d'autorisation pour le projet. Donc, on ne dépend plus de l'inspecteur municipal de chaque municipalité. On dépend vraiment de l'analyse du ministère de l'Environnement qui doit passer le dossier. C'est des procédures aussi beaucoup plus complexes, puis des rapports à déposer qui sont beaucoup plus complets aussi. Oh. Donc, quand on parle du Q2R22, c'est la réglementation qui va vraiment vous parler de tout ce que vous avez besoin de savoir pour décider quel système vous allez pouvoir installer. Je dis de décider quel système, mais en réalité, c'est souvent le technologue ou l'ingénieur qui fait le travail, qui va diriger le client vers un système. Donc ici, on voit une photo d'un test de perméabilité de sol, donc avec un perméamètre. C'est un des éléments qu'on retrouve dans le Q2R22, toutes les caractérisations de sol. Quand on est dans un sol qui est très perméable, ça donne beaucoup plus de possibilités qu'on est dans l'argile ou sur du roc, par exemple. Donc, dans le Q2R22, on va parler de caractéristiques de sol, de superficie requise pour le traitement aussi, de marge de recul, à quelle distance on doit être d'une rivière, par exemple, de la bande riveraine, d'un arbre, d'un puits, d'une source d'eau potable, de la résidence aussi. Donc, toutes ces marges de recul-là sont expliquées dans le Q2R22. La conception des équipements de traitement est aussi encadrée là-dedans. Quand on parle de système, par exemple, de champs d'épuration, les superficies requises vont vous être dictées dans le règlement. Si on n'est pas capable d'aller en infiltration dans le sol, par exemple, si vous êtes dans l'argile, le règlement permet de rejeter les eaux usées directement dans le milieu récepteur, donc dans un ruisseau, dans un fossé. La qualité de traitement va vous être dictée par le règlement selon la sensibilité du milieu récepteur. Si c'est une petite rivière, si vous rejetez dans le fleuve Saint-Laurent, ça ne sera pas la même chose. Et l'entretien des systèmes est aussi encadré par la réglementation. Donc, le travail du technologue ou de l'ingénieur qui va faire un test de sol chez le client qui a besoin d'une installation septique va prendre tous ces éléments-là en compte pour diriger le client vers un système. Des fois, on entend des gens se plaindre un peu. Mon voisin a pu mettre une fosse septique avec un champ d'épuration, ça lui a coûté 8 000 $. Moi, je suis obligé d'y aller vers un système beaucoup plus coûteux. C'est pas de la faute de l'ingénieur ou du technologue qui a fait l'analyse, c'est simplement que les contraintes de terrain n'étaient pas les mêmes. Donc, les systèmes qui sont permis au Québec par la réglementation,
Il y en a quand même plusieurs. Je vais essayer d'en parler assez brièvement pour ne pas s'éterniser là-dessus. Mais le plus populaire est certainement le système conventionnel. Donc, on va parler de fosse septique et de champ d'épuration. Quand on est dans tous ces systèmes-là, tous les systèmes aussi dont je parlais au début, on va faire du traitement biologique. Donc, on va se servir des bactéries qui sont naturellement présentes dans les eaux usées pour faire leur traitement. Donc, dans le cas d'un champ d'épuration, c'est simple, on a une fosse septique qui va s'occuper de décanter les solides et la matière organique va être dégradée sous le champ d'épuration dans une couche de sol où les bactéries vont pouvoir se développer. Donc, ça prend une superficie qui est suffisante. Ça prend aussi une qualité de sol qui est suffisamment perméable. Si on est dans l'argile, ça ne fonctionnera pas. On n'a pas assez de vide pour avoir le développement de nos bactéries, puis on n'a pas non plus la conductivité hydraulique pour le permettre. Donc, on parle de développer des bactéries dans une couche de sol. Cette couche de sol-là, à un certain moment, va être chargée en bactéries, va se colmater. On ne peut pas ajouter des bactéries infiniment dans le même volume. Donc, à un certain moment, le champ est colmaté, on doit en construire un autre. Selon la réglementation au Québec, on ne peut pas construire ce champ-là au même endroit, donc il faut trouver un autre espace sur le terrain pour le faire. Ça peut être un casse-tête à certains moments. Normalement, on parle d'une durée de vie pour une utilisation normale de 20 à 30 ans, quelque chose comme ça. J'ai mis un sans entretien avec un petit astérix, parce que dans la réglementation, il n'y a aucun entretien qui est demandé pour les gens qui ont des systèmes de traitement conventionnels. Il n'y a personne qui va passer à chaque année pour faire une vérification du bon fonctionnement du système, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours. Donc, souvent, dans un système secondaire avancé, comme je vais vous présenter après, on est capable de le voir, par exemple, si la personne a envoyé de la peinture dans son système ou n'importe quoi, puis de faire les opérations de nettoyage puis de réparation nécessaires. Tandis que quelqu'un qui envoie un produit, par exemple, qui va inhiber la croissance des bactéries ou un autre produit néfaste dans son champ d'épuration, peut avoir des problèmes de traitement sans s'en rendre compte parce qu'il n'y a pas d'entretien, justement, qui est effectué, ni d'échantillonnage. Quand on parle de système secondaire avancé, c'est souvent la solution vers laquelle les ingénieurs ou les technologues vont diriger un client qui a un terrain qui est trop restreint ou un sol qui n'est pas d'une assez bonne qualité pour faire un système conventionnel. Donc, on va parler d'une fosse septique, d'un système secondaire avancé et d'un champ de polissage. Donc, toutes les bactéries qu'on tentait de développer dans l'espace de sol qui est sous notre champ d'épuration vont se retrouver à ce moment-là développées dans un deuxième caisson, dans le cas d'un bionef qu'on voit ici. Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent un petit peu différemment avec des filtres percolants, par exemple. Mais en général, on va avoir un volume où on va effectuer notre traitement biologique. Et ce volume-là peut être soit nettoyé, vidangé au besoin. Donc, ça permet de faire des entretiens comparativement à un système conventionnel. Donc, l'entretien est possible, puis le traitement de la matière organique se fait vraiment là-dedans. Si on met le champ suivant ça, c'est un champ de polissage qu'on appelle à ce moment-là. Le besoin de ce champ-là de faire un traitement supplémentaire est beaucoup moindre. C'est principalement pour la dispersion des eaux traitées. Tous les systèmes au Québec qui s'installent doivent être certifiés par le BNQ. Donc, le Bureau de normalisation du Québec a développé des protocoles. Quelqu'un qui veut développer ce système-là, l'envoyer sur le marché aujourd'hui, doit absolument passer sur le banc d'essai. C'est 1 an de test sur le BNQ, des systèmes qui sont suivis de façon très, très stricte. Et pour conserver cette certification-là, annuellement, le BNQ prend 10 systèmes aléatoirement dans tout le parc de systèmes installés, vont les échantillonner et vérifient les performances. Donc, quelqu'un qui n'atteindrait pas les résultats sur le terrain, même s'il a passé sa certification BNQ, pourrait se voir refuser le droit de distribuer son produit au Québec. Quel pourcentage des systèmes sont de façon simple comparé à ce qu'on a ici? Je vous dirais, M. Van Rogen, que moi, personnellement, je vois seulement ceux-là ici. Donc, je redirigerai la question vers M. Vézina. Ça dépend des conditions, mais actuellement, de façon globale, au Québec, on parle d'environ 30% des systèmes qui doivent faire appel à des nouvelles technologies, et 70% du conventionnel. C'est sûr, ça doit être très dépendant de région aussi. Si on est dans un coin, c'est du sable partout, on voit très, très peu de systèmes comme ça.
Et pareillement, on a des secteurs, nous par exemple, je sais que dans le coin de Mirabel, c'est très argileux, on peut avoir des quartiers complets où c'est que des systèmes secondaires avancés. Donc, quand on parle de secondaire avancé, on va rejeter nos eaux usées dans le sol suivant le traitement. Donc, ça nous prend quand même un sol qui est capable d'avoir une certaine qualité d'infiltration. Si vous avez un beau petit fossé comme ça qui passe sur votre terrain, vous pouvez aussi faire affaire à un système tertiaire. Lorsqu'on parle de système tertiaire, on va faire une étape de traitement subséquente au secondaire avancé pour aller chercher soit de la désinfection des pathogènes, soit de la déphosphatation, pour pouvoir rejeter directement en surface dans un fossé, un ruisseau, un lac, quelque chose comme ça. Donc, on va parler de fosse septique, système secondaire avancé, plus tertiaire, plus rejet en surface. Dans ce cas-là, il y a toujours un entretien auprès du manufacturier, tout comme le système secondaire avancé. Je n'en ai peut-être pas parlé à la diapositive précédente, mais le Q2R22 demande absolument que l'entretien de tous ces systèmes-là soit fait par le manufacturier du système ou un représentant du manufacturier. En plus, dans le cas des systèmes tertiaires, il y a 2 échantillons par année qui doivent être pris et envoyés à la municipalité pour prouver le bon fonctionnement du système de traitement. C'est des systèmes qui sont certifiés BNQ dans notre cas aussi. Et c'est vraiment, normalement, la dernière solution là, pour les terrains qui sont plus problématiques. Quelqu'un qui n'aurait même pas de place pour mettre un système tertiaire pourrait toujours y aller vers une fosse à vidange totale qui implique de pomper les eaux dès que la fosse est pleine. C'est beaucoup plus coûteux là, en frais d'opération. Le camion vacuum est tout le temps rendu chez vous, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc, ça fait un tour des différents systèmes qui peuvent être installés là, dans la réglementation présentement. Cette réglementation-là a certaines problématiques. Je vais en glisser, je vais en parler un petit peu. C'est quand même pas une généralité. Normalement, la réglementation est appliquée, mais il y a certains cas, moi, que j'ai vus où il y a eu des problèmes d'application de la réglementation. Donc, je parlais à un inspecteur municipal à un certain moment qui me disait qu'eux, ils faisaient une mise à niveau dans les prochaines années de toutes les installations septiques sur leur terrain. Donc, ils avaient déjà engagé une firme pour faire un inventaire complet de tous les systèmes qui étaient présents sur leur terrain. Puis de les classer dans, si je ne me trompe pas, 3 catégories. Donc, une catégorie qui était polluant à remplacer immédiatement, une catégorie qui était non conforme mais non polluant, donc à remplacer en deuxième temps, et une catégorie conforme. Donc, tous ceux qui ont eu leur installation ciblée comme non polluante, non conforme polluante, ont reçu un avis de non-conformité avec une date limite pour se mettre conforme au règlement. Donc, il y a eu énormément de grogne populaire. Tous les gens qui ont reçu cette lettre-là, à peu près, sont débarqués au prochain conseil municipal. Ils ont dit aux conseillers, aux maires, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas payer. C'est un coin assez problématique aussi. C'est souvent des systèmes secondaires avancés, même tertiaires. Donc, des coûts importants qui sont associés à ça. On peut parler pour une résidence de 15 à 20 000 $. Ce n'est pas des investissements qui sont... c'est des investissements importants. Donc, on peut comprendre les gens d'être insatisfaits. Ces gens-là ont fait une pression suffisante sur les élus municipaux pour que l'inspecteur municipal ait à se rétracter, puis finalement envoyer des lettres à tout le monde pour leur dire finalement, ce deadline-là qu'on vous avait donné pour l'application du règlement, il tombe à l'eau, puis on reviendra dans quelques années pour voir ce qu'on fait avec ça. Donc, ça fait un retard dans l'application du règlement, puis ça fait que pendant ce temps-là, tous ces systèmes-là qui étaient polluants, ben, c'est des sources de pollution dans l'environnement qui ne sont pas éliminées. C'est des cas qui ne sont pas réglés. Donc, c'est des cas, comme je vous dis, c'est pas la norme. Normalement, les inspecteurs municipaux font appliquer le règlement, mais c'est quand même des choses qu'on peut voir. Est-ce que la municipalité a été punie par le ministère ou pas? Je ne crois pas que la municipalité ait été punie par le ministère. Non, parce que c'est un règlement qui est vraiment d'application municipale. Je ne crois pas, à ma connaissance, en tout cas, qu'il y ait de mécanismes de vérification auprès du ministère par rapport à l'application. Donc, des solutions qu'on pourrait proposer pour des cas comme ça, possiblement
des subventions. C'est sûr et certain que quand on parle d'investissements importants comme ça, une aide financière va peut-être faire en sorte que les gens vont vouloir aller de l'avant. C'est sûr et certain que si on compare avec le municipal, il y a des enveloppes qui sont disponibles au municipal. Il y a des programmes comme la FEP2. Les réseaux d'égouts, les usines de traitement peuvent être financés souvent de l'ordre de 80% ou quelque chose de ce genre-là. Donc, on parle de 80% dans le municipal de financement et de 0% dans le décentralisé. Donc, ça fait quand même une bonne différence. On peut comprendre les gens de ne pas vouloir assumer tous ces coûts-là de leur poche. Une sensibilisation de la population au risque aussi de ne pas être conforme, ça permettrait certainement de voir aux gens de voir autre chose que simplement l'impact sur leur portefeuille. Quelqu'un qui se dit qu'il faut qu'il paye 15 000 $ par exemple pour se mettre aux normes, il va peut-être être plus en train de le faire s'il sait que ne pas se mettre aux normes va possiblement amener une contamination de son puits, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a certainement de l'information qui doit être donnée auprès de la population. Peut-être un mécanisme aussi, comme on discutait, de supervision ou de contrôle de la part du ministère. Donc, le ministère de l'Environnement le fait pour les municipalités, donner des horizons de temps pour se mettre aux normes. Donc, certaines municipalités ont jusqu'en 2040, par exemple, pour avoir une usine de traitement qui va être conforme, qui va atteindre une certaine capacité, une certaine qualité de traitement. Il ne semble pas avoir ce genre d'horizon de temps-là dans le décentralisé. Donc, c'est peut-être quelque chose qui permettrait d'aller vers une meilleure application du règlement. On entend aussi souvent comme piste de solution une réduction des constructions hors réseau. Donc, c'est sûr et certain que si on pense à toutes ces constructions-là qui sont décentralisées, on pourrait dire simplement, ben, si on arrête de construire du décentralisé, on n'aura plus de problème. C'est un petit peu simpliste comme solution parce qu'il y a énormément premièrement, de résidences qui sont déjà construites, qui ne sont pas sur des réseaux. Ça coûte très cher amener les réseaux dans le fond d'un rang pour desservir 3-4 maisons. Donc, il y a une certaine question de coût aussi. Puis, il y a une question aussi d'occupation du territoire, selon moi, qui est importante. Présentement, au Québec, on a un territoire qui est énorme. Si on dit aux gens de seulement se construire sur des réseaux d'égouts, donc on parle vraiment d'une concentration dans les centres urbains qui sera encore plus importante que ce qu'on a présentement. Donc, avec les problèmes environnementaux, les problèmes de congestion, tout ça qu'on a présentement. Donc, d'un simple point de vue, occupation du territoire, ça serait un petit peu irréaliste selon moi, puis non souhaitable aussi de dire aux gens de simplement plus habiter en campagne. Donc, c'est peut-être une solution qu'on entend de temps en temps, mais plus ou moins applicable. Oui? Est-ce qu'on peut penser que ça serait une solution aussi de pousser les gens à se regrouper en hameaux pour, parce que j'imagine que c'est plusieurs à la gérer, plusieurs à partager tout, c'est plusieurs aussi à s'assurer de la conformité du système. Oui, certainement. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais il existe des systèmes communautaires, oui. Je vais prendre votre question après. Il existe des systèmes communautaires. On peut faire des regroupements de résidences. On en a plusieurs, nous, de fait, déjà chez Bionest. Je vais en glisser un mot un petit peu plus tard des avantages de ce genre de système-là. Mais c'est sûr et certain que dans plusieurs cas, ça peut être une bonne solution. Oui. Aussi, il ne faut pas négliger que bien des gens ont déjà des terrains, ils ont des droits de construire. Ça veut dire que ce serait une dévaluation de leur propriété avec sans possibilité de récupérer. Parce que si on interdisait tout ce qui est hors réseau, ça veut dire que tu dévalues beaucoup. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que d'un point de vue économique, si on pense à ça, il y a énormément de personnes qui ont leur maison, leur terrain. C'est une bonne partie de leur économie pour la retraite, par exemple. Puis une bonne partie de la valeur de leurs actifs. Si on arrive... la ville de Québec, je restreins la contamination à la rivière Chaudière, pas Chaudière, mais la Saint-Charles, tous les bassins versants autour, on a dû augmenter nos zones non construisibles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de terrain, c'est rendu 25 mètres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de zones de pente, ça veut dire qu'il y a beaucoup de terrains qui ont été complètement dévalués parce qu'ils n'ont plus le droit de construire. Mais au niveau municipal, ça se fait peut-être pas. C'est pas simple de dire ça. Là. Non, ben c'est impensable. Selon moi aussi, c'est quelque chose qui ne s'applique pas trop, mais on l'entend quand même, je vous dirais. Nous, c'est des choses qu'on a déjà entendues. C'est une solution vraiment
trop simple un peu là, quand on réfléchit pas aux conséquences, mais exactement. Si on pense à ça, quelqu'un qui a acheté un terrain, qui a payé son hypothèque sur sa maison, qui a justement eu le droit de construire tout ça, puis on arrive, puis ce terrain-là peut plus être revendu par la suite, des choses comme ça. C'est sûr que ça s'applique pas. Selon moi, c'est complètement irréaliste d'y penser. Puis là, simplement le mettre là, justement, parce que moi, c'est des choses que j'ai déjà entendues, puis que je trouve un peu simpliste. Donc, une autre problématique d'application du Q2R22 qu'on voit, c'est une application qui n'est pas au niveau de résidence isolée. Donc, il y a plusieurs personnes qui font des développeurs immobiliers, vont faire des développements, vont séparer leur terrain, et au lieu de se casser la tête ou de penser en amont à comment est-ce qu'ils vont gérer leurs eaux usées, vont simplement dire d'appliquer le Q2R22. Donc, ça nous fait des développements de ce genre-là, où on a énormément de résidences, tout le monde a son installation septique, tout le monde a son puits. Donc, ça fait énormément de puits à contaminer, puis énormément de sources de contamination potentielles. Ça devient très difficile d'appliquer le Q2R22. Donc, si on a un puits là, il faut être à 15 mètres de distance. On en a un autre là, il faut être à 15 mètres de distance. Donc, du coup, on additionne tout ça, il ne reste plus beaucoup d'espace pour mettre des systèmes de traitement. C'est des choses qu'on voit des personnes qui vont développer des endroits très, très densément avec un règlement qui est à la base fait pour les résidences isolées et non pas pour des développements de banlieue, par exemple. Donc, on parle d'un risque très important de contamination de la nappe dans ces cas-là. On a des sources de pollution qui sont beaucoup plus nombreuses, comme je disais. Il suffit d'une personne là-dedans qui n'a pas un système conforme puis qui pollue sa nappe phréatique pour nuire à tous ses voisins. Et les conséquences aussi, c'est qu'on ne nuit pas à seulement soi-même lorsqu'on contamine notre nappe, on nuit à tout le monde dans la région. Donc, c'est quelque chose qu'on voit. Par contre, il existe des pistes de solutions technologiques. Selon moi, il va y avoir de plus en plus de systèmes communautaires. Ça en a un qu'on a fait, nous, Bionest, à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. On a une 50aine de maisons qui ont un petit réseau d'égouts, qui acheminent toutes leurs eaux usées vers le système ici, qui est composé d'une fosse septique, d'un réacteur biologique, de lampe UV. Et ensuite, c'est rejeté directement à la rivière Shawinigan, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr et certain, par contre, que pour y aller vers des solutions comme ça, ça prend une sensibilisation des développeurs immobiliers parce qu'eux, il faut qu'ils travaillent en amont pour vraiment penser à des systèmes comme ça au début de leur projet, ce qui n'est pas toujours le cas. Puis, côté qualité de traitement, c'est sûr et certain qu'on va être capable d'aller, de s'assurer de la qualité par des échantillonnages qui sont plus fréquents. Le ministère de l'Environnement le demande. Lorsqu'on a des projets comme ça qui vont en demande d'article 32, contrairement au Q2R22 dont je parlais au début, on va avoir des suivis environnementaux qui doivent être envoyés au ministère de l'Environnement qui prouvent les performances du système. Donc, dans ces cas-là, on a moins d'inconnus dans la qualité de traitement. Les projets immobiliers ne sont pas validés par le ministère avant de pouvoir être construits? Des fois, c'est à se poser la question. Je ne sais pas exactement. J'ai l'impression que le ministère, parfois, peut prendre certaines réponses comme satisfaisantes alors qu'elles ne le sont pas. J'ai l'impression, de ce que je connais de cette partie-là, parce que je ne suis pas développeur immobilier et je n'ai jamais passé par ces étapes-là avec les analystes du ministère, mais il y a surtout des inventaires fauniques, des questions de protection des milieux humides qui sont discutées. La question de gestion des eaux usées, je ne sais pas si elle est abordée à cette étape-là. Je ne voudrais pas me prononcer sur cet aspect-là, je ne suis pas trop au courant. Donc, pour ces systèmes communautaires-là, donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une économie, il y a une qualité de traitement qui est supérieure parce qu'on a un suivi vraiment par un opérateur qualifié qui est souvent plus fréquent que dans du décentralisé. On va avoir des eaux usées souvent qui sont d'une nature beaucoup plus stable à l'entrée parce que justement quelqu'un qui un jour décide d'envoyer son produit nettoyant qui est plus bon, qui traîne en dessous du lavabo depuis 10 ans dans l'évier, ben, il va se diluer avec tous les voisins et donc ça va avoir un impact qui est moindre. Donc, ça fait des systèmes qui sont plus robustes en général. C'est sûr que côté opération, on a une certaine économie d'échelle. Si on sépare la facture à 50 ou 100 résidences, on va certainement avoir une économie.
une économie d'espace aussi. Donc ça, c'est un aspect, nous, qui nous permet vraiment de présenter notre offre auprès des développeurs immobiliers, parce que s'ils font une économie d'espace sur les terrains individuellement, ils peuvent faire des plus petits terrains, en faire plus. Donc, c'est toujours ce qu'ils recherchent, d'avoir plus de résidences pour la même lot qu'ils ont acheté au début. Et on va diminuer, bien sûr, les risques de contamination de la nappe pour les raisons dont je parlais plus tôt. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vais maintenant prendre des questions. Rapidement, avant la période de questions, tout simplement vous dire que Bioness, nous, on est dans l'assainissement des eaux usées depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années. On est basé à Shawinigan. Présentement, on est en recrutement. Donc, si vous avez un intérêt pour le traitement décentralisé, je ne sais pas s'il y a des gens qui cherchent dans les prochains temps un emploi, mais on est en recrutement pour plusieurs postes, que ce soit en recherche et développement, des chargés de projet, en ingénierie aussi. N'hésitez pas à me contacter. Là, je vais vous laisser mes coordonnées à la fin. Donc, sinon, après ce petit message de ressources humaines, là, vous pouvez y aller avec des questions.